À la une ce soir, le service hématologie du CHU Pierre Zobda-Kittmann fermera ses portes le 1er octobre prochain. Il n'a plus de médecins pour assurer les soins. Un coup dur pour le personnel et les 1000 patients qui y sont soignés chaque année. Le projet de révision de l'abattement fiscal pour les Outre-mer fait débat. Le gouvernement parle d'un programme qui ne concernera que les plus riches. Les parlementaires, quant à eux, dénoncent un retour sur des engagements nécessaires pour nos territoires. Saint-Pierre se prépare à accueillir le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra ce jeudi, entre autres dans la ville d'Art et d'Histoire. Le maire entend faire part de ses difficultés à développer sa commune. Enfin, semaine de sensibilisation à la candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs rencontres de coopération régionale sont mises en place. Les représentants des différents pays de la Caraïbe partagent leur expérience. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. L'offre de soins de la Martinique va-t-elle se dégrader? C'est une question que se posent aujourd'hui les 1000 patients atteints de maladies du sang qui vont se retrouver sans médecin pour les soigner d'ici le 1er octobre prochain. Le service hématologie du CHU Pierre Zobda-Kittmann fermera ses portes, faute de chef de service pour le gérer. En plus de l'impact local, le service 4B est le seul de la Caraïbe en mesure de soigner les cancers du sang, les leucémies et les lymphomes. À 7 jours de la fermeture, c'est l'angoisse. Voyez ce reportage de José Le Cherti. Bénédine vit à Sainte-Lucie. Atteinte de cancer de l'estomac, elle fait le va-et-vient depuis 1 an. Son état de santé s'est nettement amélioré, mais la jeune femme doit tout de même poursuivre ses soins, d'où son inquiétude aujourd'hui. Moi, je dépend à ce service ici, et plus et relation avec cette lycée avec Martinique, c'est bon. Je sais que ça moi qu'à faire si yo n'est pour faire mes services ici. Même désarroi au sein du personnel, aujourd'hui la trentaine d'aides-soignants et infirmiers refusent de quitter leur service. Nous avons tout simplement proposé de rester physiquement dans le service et de prendre en charge des patients relevant de d'autres spécialités, de médecine ou d'autres choses. Mais en tout cas, de faire ce pourquoi nous avons signé. Nous avons la vocation de nous occuper de patients, quels qu'ils soient. Et nous prétendons le faire de façon convenable. Nous voulons qu'il y ait un médecin hématologue qui soit affecté par l'ARS, par l'État, pour que ce service puisse prendre en charge correctement l'ensemble des patients de la Martinique, de l'interrégion et de la Caraïbe. En attendant, si le service ferme ses portes, les patients nécessitant une hospitalisation prolongée devront se rendre dans l'Hexagone. Je ne vois pas comment un patient aujourd'hui, au rythme du traitement, il faut laisser la Martinique pour aller se faire soigner en métropole. Ça sera difficile à accepter, à gérer. Il y a toute une organisation. C'est moi qui ai payé mon hébergement. Mes examens là-bas, j'ai tout payé. J'ai payé mes examens avec j'ai vu un professeur pendant 3 fois. Les 3 fois, il fallait avancer l'argent. Pour la direction de l'établissement, la décision s'est imposée suite à l'annonce du départ de l'actuel hématologue du CHUM. Une spécialité rare, d'où la difficulté à trouver un remplaçant. Il y a une personne qui gère l'hémophilie en ville, mais c'est pas de l'hémato-onco. Vous avez 2 médecins qui ont déjà travaillé en hématologie, mais qui sont maintenant aux urgences, et à Trinité qui font la médecine polyvalente et qui ne souhaitent pas forcément revenir, qu'on est en train de recontacter. Là, en hémato, c'est une spécialité sur laquelle il y a vraiment des tensions. Et même des grands centres comme Saint-Louis, l'Institut Gustave Roussy sont aussi en difficulté, donc on les a contactés. Et bon, ils vont peut-être nous aider à trouver une solution, mais tout reste des peut-être pour l'instant. Une délégation du service devrait être reçue par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui accompagne le déplacement d'Emmanuel Macron. La révision de l'abattement fiscal pour les Outre-mer, un projet du gouvernement qui devrait être examiné au Parlement dans les semaines à venir et qui pourrait à terme concerner bon nombre de Martiniquais. Si le gouvernement présente le programme comme un rajustement qui ne toucherait que les foyers les plus riches, nos parlementaires, eux, pointent du doigt une réforme qui serait surtout un retour sur des engagements envers nos territoires. Voyez ces explications de Céline Chalonneau. Avec la suppression de cet abattement de 30% valable dans toutes les régions d'outre-mer, les avis d'imposition de bon nombre de Martiniquais risquent de changer. C'est quand on a fait ces déclarations d'impôt sur le revenu qu'en fonction du montant déclaré, on a cet abattement qui est en principe plafonné pour la Martinique
à 5 100 euros. Le plafond, c'est dire qu'on ne peut pas bénéficier d'un montant supérieur à ces 5 100 pour ce qui concerne l'abattement en valeur absolue. À partir du moment où cet abattement est supprimé, il y a effectivement un impôt supplémentaire à payer par rapport à des gens qui n'étaient pas peut-être imposables ou qui étaient imposables mais à des taux inférieurs. Donc ça, c'est pour moi une espèce de régression. Une régression, c'est aussi ce que dénoncent les parlementaires ultramarins vent debout contre le projet. Dès son origine, cette mesure répondait à un objectif bien précis dont le gouvernement ne semblerait plus se préoccuper aujourd'hui. Il s'agissait de tenir compte de la vie chère. Je rappelle que cette mesure date de 1960. Et que fait le gouvernement? Alors qu'aucune mesure concrète n'a porté des résultats s'agissant de la lutte contre la vie chère, il décide au nom de la convergence. Et c'est ce concept-là qui est dangereux, cette question de convergence qui consiste à gommer toutes les différences. Mais on ne gomme pas les différences de prix, mais on gomme les différences en termes de fiscalité. La mesure devrait surtout concerner les personnes dont les revenus mensuels sont en moyenne supérieurs à 3 000 €, soit environ 5% des contribuables ultramarins. Un pourcentage faible selon le gouvernement, mais pour les acteurs locaux, cette manne est vitale pour l'économie locale. N'oublions pas pour la Martinique et pour la Guadeloupe que nous sommes en baisse chronique de population. Donc ce sont des publics qu'on atteint et qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent acheter une maison, changer de voiture, faire des travaux dans leur maison, accéder à des activités de loisirs, autrement dit dépenser et amorcer la pompe de la consommation. Et qu'est-ce qu'on appelle nanti? On appelle nanti quelqu'un qui gagne 3 500 €. On est nanti en Martinique avec un coût de la vie qui est plus élevé de 40, de 50%, avec 3 500 €. Donc c'est un bel emballage. Le gouvernement a pris des mesures pour récupérer de l'argent, tout bêtement, de manière cupide. Le projet prévoit que les sommes ainsi perçues par l'État viennent financer les investissements dans les territoires. Un désengagement inacceptable pour les élus locaux. Voilà qu'on demande à des contribuables, à des habitants de pays en difficulté de payer eux-mêmes leurs efforts d'investissement qui leur sont dus par l'État. Donc pour moi, c'est inacceptable dans la symbolique. Et si on accepte ça, ce n'est que le début de démantèlement des mesures qui ont été prises à l'époque pour permettre à ces pays d'être plus dans l'équité. J'alerte sur une question qui est importante, c'est-à-dire les montants qui seront prélevés en Martinique ne seront pas forcément destinés aux investissements en Martinique, puisque ces prélèvements-là seront centralisés et certainement, peut-être que d'autres territoires jugés prioritaires vont bénéficier davantage de ces fonds-là. Les élus d'outre-mer ne comptent pas en rester là. Les prochains échanges à l'Assemblée nationale risquent d'être houleux. Les parlementaires envisagent en effet de demander l'amendement du texte de loi. Un projet du gouvernement sur lequel reviendra certainement le président Emmanuel Macron lors de sa visite chez nous ce jeudi. En attendant sa venue, les communes dans lesquelles il se rendra se préparent. À Saint-Pierre, ancien Petit Paris, le maire entend attirer l'attention du chef de l'État sur les grandes difficultés qu'il rencontre pour développer sa ville. Quant aux Pierrotins, ils n'attendent plus grand-chose du gouvernement. Johan Boulard s'est rendu sur place. Regardez. Saint-Pierre, ses ruines sont théâtre. Jadis Petit Paris, aujourd'hui classé ville d'art et d'histoire. Pourtant, les Pierrotins ne s'émeuvent pas de ce statut, pas plus d'ailleurs que d'accueillir leur président. Qu'est-ce que ça m'évoque? Eh bien, une ville un petit peu plus propre et puis plus agréable pour recevoir en tout cas les Pierrotins et les visiteurs des Pierrotins. En dehors de cela, ça ne changera pas notre vie ici. Ce n'est plus Saint-Pierre quand je suis né dedans. Qu'est-ce qui a changé? Tout. La population Saint-Pierre, c'est pas la même chose. C'est pas la même vie. La population y semblant mal de vivre et d'insertion. Il n'y a pas une ouverture d'embauche. Il n'y a pas d'ouverture d'embauche, vraiment. Exemple, dans ce collège figurant sur l'itinéraire du chef de l'État, 65% des élèves sont boursiers. S'ils ne payent pas de mine, l'établissement renferme un précieux trésor. Derrière cette barrière, un escalier, du haut duquel le gouverneur Rostolan a proclamé l'abolition de l'esclavage.
Objectif de la visite, l'inscrire comme monument historique. Saint-Pierre, une ville au fort potentiel au vu de l'évolution du tourisme, de la plage de sable blanc vers un tourisme de mémoire. Cet atout qu'est l'histoire de la ville pourrait séduire la clientèle internationale. L'histoire de la Martinique, je pense que par Saint-Pierre, il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire et c'est vrai que mettre des hébergements, peut-être 1 ou 2 hôtels, en parler plus. Tout cela à condition d'y mettre les moyens. Cette année encore, la commune est classée ville d'art et d'histoire, mais les dotations ne suffisent pas. Ville de 4200 habitants, avec un budget qui est relativement faible et qui ne nous permet pas de satisfaire à la vie quotidienne des Pierrotins. Donc là, nous voyons une source d'emploi potentiel, de développement économique, et le président de la République vient voir sur le terrain ce que l'État peut faire en son nom propre. Mais j'insiste pour dire que ça n'est pas l'affaire du président de la République seulement. Nous voulons attirer l'attention de tous les acteurs politiques de Martinique. En attendant jeudi, la ville s'est tout de même fait belle pour recevoir son président. Et notez qu'en raison de la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Pierre, l'école primaire mixte B Philémon-Montout fermera ses portes à 12 h. Les parents sont invités à récupérer leur enfant avant 13 h. En revanche, l'école maternelle et le collège fonctionneront normalement. Autre ville dans laquelle se rendra le président ce jeudi, Fort-de-France. La capitale a inauguré ce matin une toute nouvelle résidence au quartier Terre-Saint-Ville. 85 logements sociaux privilégiant la mixité sociale et les rapports intergénérationnels. Dans le détail, 36 appartements pour les seniors et le reste pour les primo-accédants. Point important, le bâtiment de 4 étages a été conçu avec des fondations spéciales pour faire face au sol marécageux du centre-ville. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalonneau. C'est une grande joie parce que c'est pas évident, parce que quand on est à la recherche d'une maison, on galère. Alors après quelques mois de recherche, avec l'aide d'assistance sociale, j'ai pu arriver à obtenir un logement. Alors là, pour moi ce matin, là, c'était comme un bonus, quoi. Vous voyez, c'est la joie, on voit que ça... On redémarre dans la vie, si vous voulez. Ici, on a 3 résidences différentes qui permettent une mixité de population, mixité sociale, une mixité dans les âges de nos locataires. Et on travaille beaucoup à essayer de favoriser les échanges entre les jeunes, les plus âgés. On a mis en place sur la résidence voisine un projet d'hébergement d'un primo-accédant, c'est-à-dire un jeune qui démarre dans la vie, à qui on a fourni un logement déjà équipé. En échange de quoi, il va aider un peu les aînés qui sont ses voisins. Concernant la structure, effectivement, un principe particulier par rapport à ce qui se fait en général, mais pour les Terre-Saint-Ville, c'est ce qu'il y aura de plus courant par contre. Les fondations, puisque le terrain est en marécageux, donc les fondations sont réalisées sur la base de pieux. Donc ils sont descendus à peu près un petit peu plus d'une vingtaine de mètres de profondeur. Donc avec une structure en béton armé pour cette opération-là. Voilà. Structure malgré tout quand même traditionnelle. Il y a en dehors des fondations rien de particulièrement spécial, une structure en voile béton armé contreventé de façon à répondre à la réglementation parasismique. La maîtrise d'ouvrage du logement social, le point particulier c'est que non seulement il y a aussi donc ce respect des budgets, mais aussi un accompagnement on va dire quotidien des entreprises locales qui ont, puisqu'on sait très bien que nous sommes dans un tissu économique très particulier, et donc il faut les accompagner, et c'est un encadrement perpétuel. Les actes de vandalisme se multiplient sur le réseau TCSP. Encore hier, un distributeur de tickets a été saccagé, rendu complètement inutilisable. L'appareil sera remplacé. En attendant, les usagers continuent à emprunter les BHNS. Après plus d'1 mois de service, nous vous avons posé la question « Qu'en pensez-vous ? En êtes-vous satisfait ?» Voyez ces réponses recueillies par José Le Cherti. Je l'ai pris quand même pas mal de temps, donc d'ailleurs je vais faire ma carte cohésion. Donc depuis que je l'utilise, pour moi c'est un avantage parce que comme je travaille à Valmenière, donc j'habite à Ducos, je prends les embouteillages parfois le matin, surtout au niveau de Carrère. Donc pour moi c'est un avantage. Ça arrive que parfois au niveau des arrêts, il y a les bornes
qui ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui vient prendre le BHNS, s'il veut acheter un ticket, effectivement, il va falloir qu'il monte sans payer, malheureusement. Ça fonctionne bien le TCSP, sauf les horaires, on n'a pas, c'est pas partout que ça affiche le prochain. La machine ne fonctionne pas, soit ça ne remet pas le ticket ou ça ne donne pas la monnaie. Et en lui-même, ça va, ça roule bien. Le TCSP, il est très agréable, il est ponctuel, entre guillemets ponctuel, enfin il est régulier, je veux dire. Comparé au Mosaïque, la qualité elle est au rendez-vous, pardon. Sinon, j'ai entendu une histoire comme quoi qu'il y a un chauffeur du TCSP qui a entre guillemets crié un petit peu, enfin fait une petite embrouille, comme quoi il ne faut pas appuyer sur les boutons parce qu'il s'arrête à tous les arrêts. Je trouve que c'est un petit peu comique parce que il y a des boutons de stop, alors pourquoi les mettre dans le TCSP? Sinon j'ai rien à dire sur le TCSP. C'est plus les bornes qui sont cassées, qui sont pas dans les normes, quoi. Ils sont en panne, pratiquement les gens ne peuvent pas prendre leur ticket comme il faut, quoi. Quand on rentre dans le bus, déjà on n'a pas accès au chauffeur. Du coup, quand les gens ils veulent prendre leur ticket, ils ont pas de monnaie ou autre, ils font comment? Voilà, c'est ça, leur gros souci, c'est ça. Pour moi, ça va jusqu'à maintenant parce que je le prends à Carrère et donc je descends à Kerlis, il n'y a pas beaucoup de soucis pour moi. Sauf le jour du couac, le jour de la tempête où c'était un peu embêtant. Nous vous en parlions la semaine dernière, la Martinique est candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une campagne de sensibilisation est organisée cette semaine afin d'informer le plus grand nombre. Plusieurs rencontres de coopération régionale sont mises en place. Aujourd'hui, les représentants des différents pays de la Caraïbe ont partagé leurs expériences des stratégies de valorisation des patrimoines naturels insulaires. Voyez les précisions recueillies par Johan Poulard. What World Heritage Site means is that you are unique. Avoir un site qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO signifie que vous êtes unique. Vous êtes le seul du genre dans le monde et donc le monde doit le savoir et avoir accès à cette chose spéciale que vous amenez. Et donc chaque pays qui veut faire partie de cette liste doit apporter des preuves scientifiques et des études affirmant que ce que vous proposez est bien réel. Nous proposons that it is in fact what it is. You want to extend the cooperation to Martinique. Nous voulons ouvrir l'organisation à la Martinique, notre île sœur. Nous avons des membres qui y sont déjà parvenus. La Martinique est dans le processus. Nous voulons partager notre expérience et nos conseils afin de les aider à réussir. And to help them to be successful. Et concrètement, en quoi consiste le projet? Quel est l'intérêt pour la Martinique? C'est ce que nous allons voir avec le directeur du Parc naturel de Martinique, Johan Villons. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Martinique présente un dossier avec plusieurs sites. Expliquez-nous déjà en quoi ça consiste. En fait, le dossier le projet, le bien que nous présentons à la labellisation au patrimoine mondial de l'UNESCO, concerne les aires volcaniques et forestières de la montagne pelée et des pitons du nord de la Martinique. Donc c'est un seul site qui regroupe à peu près toute la moitié du nord de la Martinique. Et où en est le montage du dossier aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons déjà passé 2 étapes essentielles. On peut dire que le bien a déjà, la valeur universelle exceptionnelle du bien a été reconnue en 2016. En 2017, le périmètre, donc ce que je viens de vous décrire, a été aussi validé. Il reste une étape importante à franchir au niveau français. C'est la validation du plan de gestion, puisqu'il s'agit déjà de, comme le disait d'ailleurs Emmanuel Chamberlain tout à l'heure, de démontrer qu'un bien est exceptionnel, mais d'accompagner ce bien de plan de gestion qui va nous garantir qu'il reste exceptionnel sur la durée de sa labellisation. Et ensuite, la dernière étape, au niveau international, ce sera le dépôt du dossier devant l'UNESCO en février 2019, avec une réponse attendue, espérons-la favorable, en juillet 2020. Alors, concrètement, à quoi cela peut-il servir à la Martinique? On parle de nombreuses retombées, expliquez-nous. Déjà, cette reconnaissance internationale, ça va. On a souvent coutume de dire, alors on dit que bon, nous sommes chauvins, que nous avons une île merveilleuse, mais c'est déjà le moment essentiel où on pourra dire la Martinique fait partie des merveilles du monde, quand elle sera labellisée UNESCO. Donc il y a déjà cette lisibilité internationale. Puis il y a une deuxième conséquence qui est économique. Un bien labellisé UNESCO, c'est tout de suite entre 30 et 40% de touristes en plus.
Donc, un développement économique qu'il va falloir accompagner, des méthodes de gestion qu'il va falloir mettre en place pour accompagner cet afflux touristique, et puis surtout le faire sur le bien qui est labellisé, mais sur l'ensemble du territoire. Donc il s'agit d'un véritable projet de territoire auquel nous souhaitons faire participer l'ensemble des Martiniquais. Alors il y a eu aujourd'hui des échanges avec les différents pays, les différents représentants des pays de la Caraïbe. Il y en a qui sont déjà labellisés, on peut dire. Alors est-ce que dans ces échanges, il y a des choses qui vous ont donné envie de poursuivre? Quels sont les retours que vous avez eus, les avantages que ces pays ont eu? Déjà, nous avons eu, je considère ça quasiment comme un honneur d'avoir réuni aujourd'hui en Martinique, il y avait une dizaine de pays, des îles caribéennes, qui se sont réunis déjà pour nous dire en bloc, nous sommes derrière vous, nous allons vous faire profiter de nos expériences. On voit déjà juste à côté Sainte-Lucie et la Dominique, qui ont aussi un bien labellisé, mais il y en a d'autres. Donc, échange d'expérience, on dit voilà ce que ça nous a apporté, voilà les erreurs qu'il ne faudrait pas commettre, voilà surtout ce qu'il faut faire. Donc ces échanges qui nous permettent de prévoir un beau réseau de pays gestionnaires d'espaces naturels remarquables dans la Caraïbe. Alors, comment ça va se passer concrètement? Est-ce que vous allez travailler en collaboration avec les villes? Est-ce que les habitants des sites sur lesquels vous planchez devront participer? Est-ce qu'il y aura des actions à mettre en place? Bien entendu. On a déjà, d'ailleurs, ce projet a été co-construit avec les 18 communes et les 3 EPCI qui sont concernés. Donc, il y a déjà cette première étape. On a rencontré aussi les habitants. Aujourd'hui, on souhaite l'élargir à l'ensemble de la population martiniquaise. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut déjà qu'on soit tous fiers que la Martinique soit une vraie merveille du monde, et donc le faire savoir, nous envoyer, nous donner des idées. Le projet doit vraiment être vu à l'échelle de la Martinique, et nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre île. Il faut qu'on le démontre. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que la qualité de l'air devrait se dégrader demain. Si l'indice du jour était de 4 sur 10, soit un air bon, il devrait grimper demain à 8 sur 10, soit une qualité de l'air mauvaise. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'une collecte de l'EFS sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria au Lamentin. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Le service hématologie du CHU Pierre Zobda-Kitman fermera ses portes le 1er octobre prochain. Il n'a plus de médecins pour assurer les soins. Un coup dur pour le personnel et les 1000 patients qui y sont soignés chaque année. Le projet de révision de l'abattement fiscal pour les Outre-mer fait débat. Le gouvernement parle d'un programme qui ne concernera que les plus riches. Les parlementaires, quant à eux, dénoncent un retour sur des engagements nécessaires pour nos territoires. Saint-Pierre se prépare à accueillir le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra ce jeudi, entre autres, dans la ville d'art et d'histoire. Le maire entend faire part de ses difficultés à développer sa commune. Enfin, semaine de sensibilisation à la candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs rencontres de coopération régionales sont mises en place. Les représentants des différents pays de la Caraïbe partagent leur expérience. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Quantico. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.